Bonjour à tous donc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Je vous renvoie vers la précédente vidéo Mercato, on avait parlé du retour de Seko Fofana du côté de Rennes. Aujourd'hui, on va parler de la signature de Godwin Koyalipou à Lens. Godwin Koyalipou, attaquant centrafricain, international centrafricain, cette sélection depuis 2023 et qui est à Lens, ça c'est selon Foot Mercato. Il va s'engager, c'est ça qui est très important, des performances qui ont séduit le Racing Club de Lens, qui a donc levé le montant de la clause libératoire du joueur qui s'élève à 2 millions d'euros. Et en fait, moi c'est en voyant 2 millions d'euros que je me suis dit, eh ben Lens fait sans doute une sacrée affaire. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi Lens fait une affaire. Donc, selon nos informations, l'avancement de 24 ans est arrivé à Lens ce mardi et passe sa visite médicale ce mercredi. Donc, aujourd'hui, au moment où on enregistre, peut-être qu'il est en train de faire les tests d'effort et il doit s'engager donc pour 3 ans et demi avec le club artésien. Alors, Godwin Koyalipou, qui c'est? Déjà, génération 2000, 24 ans, 1m84, centrafricain, évalué à 1,2 million d'euros, vous le voyez pas à droite. Donc déjà, Lens qu'il récupère pour 2 millions. Pour un attaquant qui a mis 14 buts en 16 matchs, certes ce n'est que la D1 bulgare, mais ça reste intéressant parce que c'est un attaquant qui plante des buts. Et ça, Lens en a besoin, on va l'évoquer un petit peu après. Parcours en carrière, formé à Niort comme vous le voyez, un passage à Lausanne qui n'a pas été très fructueux, on va pas se le cacher. Il est prêté au mois de janvier 2023, vous le voyez ici, du côté d'Avranches. Et ce sont ces 6 mois à Avranches en fait, qui vont changer vraiment la trajectoire de sa carrière, parce que ça va très bien marcher là-bas. Après Avranches, il est reprêté à Lausanne, mais qui le perd, il se retrouve du côté de Beveren, deuxième division belge, où il fait une saison, où il va marquer aussi pas mal de buts, ce qui va amener son transfert au CSKA Sofia pour 1 million d'euros. Et à vrai dire, ça va être ce que je vais un petit peu répéter, marteler pendant toute cette vidéo. Dès la fin de ces 6 mois à Avranches, je ne comprends pas pourquoi un club français ne s'est pas mis sur lui. Parce que déjà sur Avranches, nous de notre côté, avec on va dire notre index, l'index mis en place par Ismail Afoud qui permet de juger les joueurs et de les projeter dans des différents championnats. Dès son passage à Avranches, on voyait qu'il avait un potentiel, peut-être pas déjà Ligue 1, mais au moins pour être un joueur de Ligue 2, voire un joueur de haut de tableau de Ligue 2, voire de bas de tableau de Ligue 1. Pour tout vous dire, il était évalué au niveau de Championship à cette époque-là déjà. Et en fait, ce niveau-là, il l'a maintenu du côté de Beveren et il a même franchi un autre palier en rejoignant la Bulgarie, et ça on va le voir quand je vais vous montrer sa fiche un peu après. En termes de buts marqués, là vous le voyez, on démarre en Ligue 2, des petites apparitions, quand même 3 buts marqués, 2 passes décisives, hein, sur un temps de jeu quand même très réduit lors de ses premières apparitions en Ligue 2, à 17-18 ans du coup, c'est sa toute première saison. Donc passage en Ligue 2, comme je vous le disais, ensuite la Super League, ça n'a pas forcément très bien marché, 420 minutes de jeu, un seul but marqué en 10 apparitions en Super League, donc là on est en 2021-2022, il vient d'arriver en Suisse, le club descend, il fait une demi-saison, pas beaucoup plus de temps de jeu, et il part donc pour faire ses 6 mois du côté d'Avranches, ici, et c'est là que ça explose, on va dire, 1582 minutes de jeu, 13 buts marqués, 2 passes décisives, la Belgique, 16 buts marqués en 30 matchs, et enfin la Bulgarie, 14 buts marqués en 16 matchs, et seulement 1240 minutes de jeu, donc vous imaginez déjà qu'on a affaire à un buteur, et ça déjà Lens va en avoir besoin, ou en a déjà besoin, parce que quand on prend les chiffres du Racing Club de Lens depuis le début de la saison. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde? Donc là, on prend les buts marqués par les Lensois et leur XG depuis le début de la saison. Et qui est-ce qu'on voit parmi les joueurs qui ratent le plus d'occasions depuis le début de la saison? Ben, les attaquants. Vous voyez Sotoka, qui a quasiment 3 buts de différentiel par rapport à ses XG. Ben, il n'a pas marqué et il a eu les occasions pour marquer 3 buts. Vous avez Mbala Nzola, qui certes pèse énormément sur les défenses, mais il le paye peut-être à la finition, et c'est quelque chose qu'il avait déjà, je crois, lors de ses saisons précédentes du côté de la Fiorentina. Il est à 5 XG pour 4 buts marqués. Un peu plus bas, on a Wesley Saïd aussi qui a du mal, Pereira da Costa. Bref, quelques offensifs quand même qui sont en deçà. Même Labo Lascari qui a mis 2 buts est en dessous. Et donc, c'est vrai que quand on prend les meilleurs buteurs lensois, au final, certes, il y a Mbala Nzola, mais sinon, ce ne sont pas les attaquants. Vous avez Frankowski, qui tire des pénaltys notamment. Vous avez Thomasson, vous avez Chavez, et vous avez des milieux de terrain. Mais c'est vrai que les attaquants, aujourd'hui, il y a un problème à la finition. Et même globalement, quand vous prenez l'équipe lensoise, offensivement, il y a un différentiel de 7 buts négatifs entre les XG et les buts marqués, puisque Lens a obtenu, s'est créé 26 XG depuis le début de la saison. Et si on prend les buts marqués, Lens n'a marqué que 19 buts.
Donc il y a un gros différentiel qui est notamment dû, on a vu tout à l'heure, il y avait Sotoka qui aurait pu en mettre 3 de plus à peu près. Enzola, il lui en manque un. Et déjà, bon, sur les attaquants, on a une équipe qui a du mal à la finition, tout simplement. Et Godwin Koyalipou, qu'est-ce que ça donne à la finition? Voilà, c'est la première question qu'on peut se poser. Et on va aller voir tout de suite un petit tableau très joli que j'ai fait, qui est sang et or, que je vous ai concocté, et que je vais vous expliquer. Donc, Godwin Koyalipou, enfin un buteur fiable, peut-être, qui sait, on va voir. Parce qu'en fait, quand on regarde par rapport au XG total ici, obtenu saison après saison, et les buts marqués, on est sur quelqu'un qui est à peu près... il marque les occasions qu'il obtient. Voilà, on est à peu près là-dessus, puisque depuis le début de sa carrière, il est à 56 XG, 57 buts marqués. Donc il est vraiment... Et puis c'est assez équilibré, vous voyez, saison après saison. Il n'y a pas de gros trous, il n'y a pas de gros différentiel. Même si à Avranches, il a une belle petite différence de plus 3. Mais sinon, on est quand même assez à l'équilibre. Et donc ça, forcément, Lens se récupérer un buteur fiable dans la situation dans laquelle ils sont, et surtout un buteur a priori fiable pour seulement 2 millions d'euros, c'est quand même très intéressant. Et là, je vous amène maintenant vers la fiche du joueur. Ah oui, juste avant de passer à la fiche, très bonne remarque de Kiko, qui nous dit que Koyalipou est passé dans l'axe. En effet, c'est à Avranches, il me semble, que ce changement a été fait. Ou peut-être à Lausanne, là, sur le petit temps de jeu qu'il a eu. Mais en effet, le volume où on passe de 0,3, 0,2 à 0,73, 0,50, 0,60 et 0,80 maintenant du côté du Levski Sofia. En effet, c'est dû au fait que Koyalipou jouait sur une aile avant. Et il est passé dans l'axe à ce moment-là, et ça a vraiment changé la trajectoire de sa carrière. Donc oui, très bien de l'avoir mentionné, parce que j'avais oublié ce fait-là, parce que moi je l'ai découvert surtout à partir de Avranches, et en effet il avait démarré en position d'ailier. Donc en effet le volume du coup a augmenté. Mais donc, du coup, Koyalipou l'avant-centre, à quoi ça ressemble sur le plan statistique? Ça ressemble à ça. Alors on va d'abord se concentrer sur le radar en haut à droite, ici. Et vous voyez notamment que quand vous avez un attaquant, un avant-centre dont le volume de tir, les NPXG et les buts sont élevés, globalement ça décrit un joueur de surface et ça décrit un finisseur avant tout. Mais on va voir ensuite en vidéo que c'est un joueur qui peut s'associer, qui peut être intéressant pour garder le ballon, vous le voyez ici, il est dans la moyenne, et aussi pour faire progresser le jeu de temps en temps, mais c'est surtout un joueur qui va s'associer avec les autres en pivot, rien de très révolutionnaire, mais il sait se servir de son corps, il sait tenir le ballon, il sait résister à la pression. C'est pas du Evan Guessant, ça met un peu plus de temps à se retourner, mais il sait se servir du haut du corps, il sait se servir de ses bras pour maintenir les adversaires à distance, etc. etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a développé dans les 3-4 dernières saisons, depuis qu'il est passé avant-centre. Mais ce dont je voulais parler aussi, vous voyez en bas que il s'est vite retrouvé propulsé parmi les meilleurs attaquants du championnat bulgare. C'est le meilleur attaquant du championnat bulgare, c'est pas illogique avec les 14 buts qu'il a marqués depuis le début de la saison. Ce qui est intéressant, moi aussi, ce que je veux signaler, c'est ça. C'est le fameux index dont je vous ai souvent parlé, créé par Ismaël Afoud. Et un index, en fait, qui a une particularité, c'est que par rapport à d'autres, comme celui-ci, où on est chez TransferLab, et vous voyez que chez TransferLab, par exemple, Erling Haaland, il a une note de 97, et Matthäus, c'est une note de 87, Jackson, il a une note de 95. Quand vous avez aussi peu d'amplitude entre les meilleurs joueurs et en dessous, c'est difficile à la fois de différencier les meilleurs joueurs entre eux. Par exemple, entre Richarlison et Oli Watkins, qui est le meilleur joueur si les deux sont notés 98, ou entre Son et Haaland, ou ainsi de suite. Et surtout, c'est difficile aussi de juger la progression ou la régression d'un joueur d'une saison à l'autre. Un très bon attaquant, dans leur index, il va faire sa carrière entre 90 et 100, et on va considérer, si la note va de 0 à 100, que c'est toujours un très bon attaquant. L'avantage de l'outil qu'a réussi à mettre en place Ismaël, et ce qu'il a réussi à faire, c'est de pouvoir juger de la progression, comme ça, d'un joueur sur la durée. À partir du moment où l'amplitude est plus grande, on peut mieux voir les hausses de niveau, les baisses de niveau, la progression, la régression, et on peut aussi déterminer les écarts entre des joueurs plus facilement. Et ça permet aussi de déterminer les bonnes divisions dans lesquelles ils sont susceptibles d'aller. Donc là, vous avez, pour vous expliquer le graphique en détail, 18-19 ans, ça, ce sont ses débuts du côté de Niort, où il avait un petit peu de temps de jeu
Du coup, c'était en Ligue 2. Ensuite, là, on n'a rien pour une raison simple, c'est qu'on n'avait pas à ce moment-là les données sur le championnat suisse. Donc, il y a un petit blanc. Mais on peut imaginer qu'il y a une progression quand même assez logique, assez linéaire, et cette progression continue ici. Donc ça, c'est sa saison du côté de Avranches, là, que vous voyez. Le passage en Belgique, et donc l'arrivée du côté et la saison en Bulgarie. Ce qui est intéressant, c'est donc cette progression quand même qui semble assez linéaire, on devine une progression linéaire. Et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que de notre point de vue, du point de vue statistique, de notre côté, du point de vue de notre index, dès sa demi-saison à Avranches, on aurait donné le feu vert pour un move au moins en Ligue 2, voire en Ligue 1, bas de tableau si vous le prenez pour une rotation. Puisque à l'époque déjà, alors qu'il n'était qu'à Avranches, son niveau estimé était celui d'un attaquant du Championship. Niveau qu'il a maintenu en Belgique. Et ensuite, comme je vous le disais, là, notre index valide complètement l'arrivée de Koyalipo en Ligue 1 après son passage du côté de la Bulgarie, puisque vous voyez, on le juge comme un bon titulaire déjà pour la Ligue 1, moyen pour la Bundesliga, Liga Serie A, qui sont des championnats qui sont vus un peu meilleurs que le championnat français à l'heure actuelle. Donc ça, c'était pour l'aspect statistique. Alors je vois dans le chat que Axwesso, pour son premier message, nous demande si c'est un profil compatible avec Nzola. Je vous propose d'aller voir des images, maintenant, tout simplement, de Koyalipo. Et donc ça, c'est une vidéo que j'avais faite quand il était à Avranches. La première fois qu'on en a entendu parler, qu'on est tombé sur lui. Voilà un petit peu comment j'ai découvert, personnellement, Godwin Koyalipo. Hop, tac. Et donc là, on est bien sûr sur le joueur qui est dans la surface, hein. Vous allez voir beaucoup de buts de finisseur. Hein, là, voilà, cette tête piquée. Là, c'est lui qui vient fermer. La balle va être récupérée. Il va être lancé en profondeur. Et là, bon, bah, là, il va finir tranquillement avec du sang-froid. Voilà. Là, il se place toujours dans la surface. C'est plutôt tranquille. Hein, on est en D3. Hein. Là, c'est juste ses buts, hein, du coup. Voilà. Je crois que c'est tous ses buts sur sa demi-saison à Avranches, en fait, il me semble, cette vidéo. Mais comme vous le voyez, je vous disais, la capacité à se créer des occasions tout seul ou pas. Là, on est vraiment sur un finisseur, tout ce qui est plus classique, joueur de surface. Mais on ira voir après des images un peu plus récentes. C'est juste pour vous montrer le début. Là encore, finition en une touche, c'est propre. Et en fait, là où il m'avait plu aussi avec Avranches, c'était qu'au-delà d'être ce finisseur plutôt serein à l'arrivée, c'est qu'il y avait un peu de participation dans le jeu. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Où il va souvent être utilisé en pivot. Et alors là, il met un petit peu de temps à se retourner. Je pense que c'est quelque chose qu'il a amélioré depuis 2 ans maintenant. Hein, parce que là, ça remonte un petit peu. Et là, vous voyez, la charge à l'épaule, il a très bien résisté. Il n'a pas bougé. Et c'est pour ça que je vous parlais du côté Guessant, du côté Nzola. Je pense que physiquement, maintenant, il est plus que prêt pour aller se frotter à de la défense de Ligue 1. Je pense que dans le combat, il est moins doté que Nzola. Même si je serais peut-être surpris, et on va peut-être découvrir avec des images du côté de la Bulgarie qu'il a encore progressé dans ce domaine. Et je pense qu'il a progressé. Mais je pense qu'il est moins doté qu'Nzola. Par contre, je pense que à la finition, je pense qu'il est meilleur que Nzola. Maintenant, la question qui avait été posée un peu plus tôt, c'était question de Axe. Est-ce que c'est un profil compatible avec Nzola? Ben, là-dessus, je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il serait un petit peu à se marcher dessus. Là, vous voyez, bon, appui remise. Et puis prise de profondeur, je pense que c'est quelque chose où on va le voir beaucoup. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est sur sa capacité à faire le travail de pressing qui est demandé par style. Parce que vous allez voir, on l'a aperçu peut-être, j'ai pas insisté dessus, mais si on retourne voir son radar,
Si vous regardez là, en haut à droite, là, c'est la stat de pressing. Et vous voyez que donc, tout ce qui est pressing, c'est participation défensive, quoi. Et vous voyez que c'est moins bien, quoi. Enfin, c'est pas très bien. Mais la question, c'est est-ce qu'on lui demandait de presser ou pas dans son club? Et c'était peut-être pas le cas. Donc, du coup, il n'y a pas de stat défensive et d'activité défensive. Donc, à voir si, quand on va lui demander de faire ça, quelles vont être les conséquences sur son jeu. Donc voilà, encore quelques petites images du côté d'Avranches. Et donc voilà, ça ce sont des images en Bulgarie que je vais vous laisser pour finir cette petite capsule. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici? Là, il va y avoir des buts avant tout. Voilà, ce que je vous disais, le fait, à partir du moment où il a passé les épaules, c'est quand même difficile de repasser devant. Donc ça, ça me met dans la lignée Guessant, dans l'idée. Maintenant, c'est moins joueur doté techniquement, je pense quand même, que Guessant. Mais je pense que dans le style en soi, je pense que c'est un petit peu mieux que Nzola. Et comme je vous disais, là je commence à me répéter. Je pense qu'Enzola est plus fort dans le combat, mais que lui est plus fort dans la surface. À mon avis. Là, il se fait oublier. Il est passé dans le dos des deux centraux. Et voilà, bah, il va finir par être servi. Après, Guessant est trop fort. Oui, je pense que Guessant est peut-être le meilleur avant-centre de Ligue 1 à l'heure actuelle. Enfin, meilleur avant-centre. Non, avant-centre, non. Attaquant. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, il lance en profondeur. Mais en tout cas, moi, je suis très content de voir ce profil arriver en Ligue 1. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait dû... Enfin, qui aurait pu, en tout cas, pas forcément, mais vivre son ascension, l'ascension telle qu'il l'a vécue, c'est-à-dire des 3 françaises, des 2 belges, des 1 bulgares, Ligue 1, je pense que c'est quelqu'un qui aurait dû faire N1, Ligue 2, Ligue 1, voire N1, bas de Ligue 1, et peut-être s'imposer en Ligue 1 en étant au départ dans la rotation. Je pense que c'est quelqu'un qui avait largement le niveau dès Avranches, en fait, pour rester en France et évoluer en France. Maintenant, très heureux aussi qu'il y ait des parcours comme celui-là qui puissent permettre à des joueurs, malgré tout, d'arriver là où leur potentiel laissait penser qu'ils arriveraient un jour. Ça a peut-être pris un peu plus de temps, et encore pas tant, hein, parce que depuis son départ... d'Avranches, il n'y a qu'une saison et demie qui se sont passées, il n'y a que 18 mois. Il y a de quoi être... Enfin, moi, je suis très content... Je ne connais pas personnellement, hein, mais je suis très content qu'un joueur comme ça arrive en Ligue 1, parce que ça montre que, quand vous avez le talent, même si vous êtes en national, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, à un moment donné, ça va payer, et vous allez arriver à l'étage où on vous attend depuis longtemps, et c'était notre cas avec Ismaël qui est dans le chat. Koyalipou, dès Avranches, on se disait, en Ligue 1, ça devrait le faire. Ça a mis 18 mois, mais le voilà. Et pour 2 millions d'euros, je pense que Lens, quoi qu'il se passe, en fait, Lens n'a pas perdu grand-chose. Parce qu'à ce prix-là, récupérer un mec qui a planté sur les 3 dernières saisons qu'il a joué, puisqu'il y a Avranches, Beveren et donc le Levski Sofia. Un mec qui a planté au moins 10 buts, voire 15 buts sur ces 3 dernières saisons. 2 millions d'euros, peu importe le championnat. Ça se prend et ça va être une nouvelle menace pour les défenses de Ligue 1. Donc, je sais pas s'il va rouler sur le championnat. Je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui méritait d'arriver là pour voir justement si ça va fonctionner et si ça va marcher. Et si ça marche, pour Lens, le fait de l'avoir acheté 2 millions, c'est tout gagné. C'est tout gagné. Et j'ajouterai une dernière chose d'ailleurs à ce sujet de l'achat à 2 millions d'euros de Godwin Koyalipou. Il a prouvé avec son passage en Bulgarie, avec son passage en Belgique, que c'était aussi déjà un joueur prêt pour des championnats de niveau inférieur à la Ligue 1. Donc la suite, c'est à partir du moment où Lens l'achète pour 2 millions d'euros, il y a un cas où il fonctionne et il sera sans doute revendu plus cher et Lens fera une belle plus-value sur lui. Mais il y a aussi le cas où ça ne fonctionnerait pas. Et dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, il a prouvé en Belgique et en Bulgarie qu'il y avait un marché pour lui, un second marché pour lui
ce sont les championnats secondaires, championnat D1 belge, championnat D1 suisse, D1 autrichienne, et ainsi de suite. Tous ces championnats seraient susceptibles de l'accueillir, et des clubs sont susceptibles dans ces championnats-là de mettre 2, 3, 4 millions d'euros sur un profil comme celui-là. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de chances pour que cette opération lensoise se termine sur une opération négative d'un point de vue purement financier. Donc là aussi, ça ressemble à un très bon coup de la part de la direction lensoise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, activer la cloche, laisser des commentaires et ainsi de suite. Ça m'aide beaucoup pour l'algo et je dois vous dire que c'est particulièrement motivant pour en faire d'autres. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver régulièrement sur Twitch. J'essaye là aussi d'être de plus en plus régulier là-bas. Twitch.tv/flotonuti pour ne rater aucun live et participer à cette petite commu qui est en train de se développer. À bientôt!